Salut Internet. Après entomologiste, explorateur ou gérant de boutique Yu-Gi-Oh, le métier d'agent secret venait en 4e position dans mes rêves de jeunesse. Bon, pour des raisons légales, je ne peux pas vous dire si je le suis vraiment devenu, mais peu importe. Bienvenue sur la vidéo qui va vous apprendre plein de trucs fous sur l'espionnage. Des espions un petit peu nulos qui foirent leur mission, aux outils de James Bond vraiment pas ouf. C'est parti. On commence tranquillement. En février dernier, s'est tenue du côté de Beverly Hills une vente aux enchères géniale. On pouvait y acheter plusieurs centaines d'objets provenant du musée new-yorkais du KGB et qui étaient donc des objets à la base destinés aux espions soviétiques. Les collectionneurs pouvaient y trouver entre autres un paquet de cigarettes dissimulant un mini appareil photo, une fausse dent remplie de cyanure pour se suicider en urgence, divers objets disposant de compartiments secrets comme des chaussures à talons creux ou bien encore des capsules à planquer dans son... Dans le lot, certains objets n'ont pas pu être vendus à cette occasion à cause de la législation californienne, comme par exemple ces deux petites armes à feu, un tube de rouge à lèvres et un stylo fabriqué pour pouvoir chacun tirer une balle. En 2010, Al-Qaïda a mis sur internet un document divisé en plusieurs chapitres, dont un intitulé « Comment confectionner une bombe dans la cuisine de sa mère ». Une opération de sabotage orchestrée par des hackers du MI6 a cependant ruiné la tentative de propagande de l'organisation terroriste. Ils ont remplacé le contenu du document par une série de recettes de cupcakes. Et après tout, c'est vrai que dans la cuisine de ta mère, les cupcakes c'est quand même mieux que les bombes. Im Cham-nyeon, un ancien espion de la Corée du Nord, aujourd'hui réfugié à Séoul, a confirmé ce que plusieurs services secrets du monde entier soupçonnaient déjà. Le régime de Pyongyang a programmé un grand nombre d'enlèvements de personnes venant de pays différents, du Japon, de Chine, de Corée du Sud, etc., pour que ces derniers puissent ensuite enseigner leur langue natale et leur culture aux espions nord-coréens. Il y avait déjà des espions sous l'Antiquité. Le consul, dictateur et général romain Quintus Fabius Maximus Rullianus, nom à rallongus, a par exemple demandé à son petit frère Fabius de se déguiser en paysan et d'aller espionner les Ombriens. Le but de sa mission était plutôt simple, il devait vérifier que les intentions de ce vieux peuple d'Italie centrale étaient bien pacifiques. Petit instant palmier. Les espionnes soviétiques étaient souvent chargées de séduire les hommes importants pour glaner des infos ou bien pouvoir ensuite faire du chantage à la sextape. Une ancienne agent secret a même expliqué qu'au cours de sa formation, on lui avait demandé de filmer une orgie avec ses camarades pour ensuite procéder à une analyse critique de la vidéo. Les agents secrets de Staline avaient l'étrange manie de récolter les excréments des personnes placées sous surveillance. Les prélèvements étaient ensuite confiés pour analyse à une cellule des services secrets. Quel est le but de récupérer du caca, vous allez me demander? Eh bien, obtenir, grâce à la composition des excréments, différentes infos sur la personnalité et le mode de vie des individus. Par exemple, d'après un reportage de la BBC, les toilettes utilisées par le dirigeant chinois Mao Zedong alors qu'il était en 1949 en visite à Moscou auraient ainsi été modifiées pour que le contenu de la cuvette atterrisse, non pas dans les égouts, mais dans plusieurs récipients cachés. Miam miam. Litvinenko est un espion du FSB, le nouveau nom du KGB depuis 91, qui a fui la Russie en l'an 2000 après avoir révélé des informations assez compromettantes contre Vladimir Poutine. Et étrangement, il est mort le 23 novembre 2006, à la suite d'un empoisonnement au polonium 210. Je vous fais pas de dessin, il y a peu de chances qu'il s'agisse là d'un accident, c'est assez rare de mourir à cause du polonium 210. Ce qui est assez fun, c'est que l'histoire de cet ancien espion a inspiré à un compositeur britannique la création d'un opéra. Bon, il aurait dû être joué l'été dernier, mais Covid oblige, sa première mondiale est décalée à juillet 2021. Vous savez ce qu'est une légende? Il s'agit de la nouvelle identité que va endosser un espion en mission. Ça veut dire nouveau nom, nouvelle famille, nouveau passé, nouvelle coupe de cheveux, nouvelle carte Yu-Gi-Oh préférée, etc. À la DGSE, les spécialistes du renseignement qui travaillent à l'étranger en se servant de ces identités fabriquées sont appelés les clandestins. Et ce sont d'ailleurs eux qui ont inspiré la série Le Bureau des légendes. Impossible évidemment d'avoir une idée précise du nombre d'agents concernés. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'ils sont très probablement peu nombreux, peut-être 10, peut-être 20, en tout cas moins d'une centaine. On pense ça en grande partie parce que ça coûte super cher de former un clandestin et de créer sa légende. Ça demande en plus énormément de temps et de travail. Stubby est un héros de la Première Guerre mondiale. Il a reçu du commandement de la 102e division d'infanterie le titre de sergent après avoir attrapé à lui seul un espion allemand qui était en train de cartographier les tranchées du camp allié. Beaucoup trop cool, non? Petite précision qui a peut-être son importance, Stubby c'est un chien. Voilà. Et puis en devenant sergent, il est devenu plus
plus gradé que son propriétaire, un simple caporal. En septembre 2006, le président iranien Ahmadinejad a failli se faire tirer dessus par erreur par un agent des services secrets américains. L'agent en question était chargé d'escorter l'homme d'État à l'occasion d'une réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies quand une balle de son arme est partie toute seule dans sa direction. L'agent s'est ensuite platement excusé et ça l'a fait, mais ouais, clairement, l'incident diplomatique était pas très loin. Pendant la guerre de sécession aux États-Unis, un agent secret sudiste a inventé une arme terrible, la Cole Torpedo. Il s'agissait d'une bombe déguisée en morceaux de charbon. Non mais regardez comment c'est trop bien fait. Non seulement elle avait la même forme et la même couleur, mais l'enveloppe de la bombe était elle-même faite avec du charbon. Les Confédérés en ont produit un certain nombre en 1864. Ils les ont ensuite introduites en secret via des espions sur divers navires ennemis. On parle d'une époque avec machines à vapeur, etc. Vous avez compris le but de ces bombes. Heureusement pour eux, l'Union a appris l'existence de ces armes et a pu s'en protéger. Pas mal de navires ont quand même été salement amochés, mais impossible de savoir le nombre exact. Assez ingénieux en tout cas. Pendant la guerre froide, les agents de la CIA ont parfois utilisé des cadavres de rats pour planquer et se transmettre divers objets. Des messages par exemple ou des pellicules photos. Pendant les essais, ils se sont rendus compte que c'était génial pour laisser un document important et ne pas avoir besoin de faire se rencontrer deux agents. Le souci, c'est qu'un cadavre de rat, bon autant il y a pas trop de risque qu'un humain le ramasse par terre, autant ça plaît beaucoup aux chats. Ils ont donc fait des tests, ils y ont mis du tabasco, du piment de Cayenne, mais finalement c'est l'huile essentielle d'absinthe qui repoussait le mieux les félins. Un rat mort, de l'huile essentielle, des agents secrets, exactement le genre de fait qu'on adore. Parfois un espion, ça foire sa mission. Voici par exemple l'ancien espion allemand Anton Robert Kay. Ce mec est tombé amoureux d'un jeune macédonien qu'il avait engagé en tant qu'interprète et a décidé de lui filer plein d'infos hyper confidentielles sur les services secrets allemands. C'est pas ouf comme idée, franchement. Et ce qui est encore moins ouf, c'est qu'Anton est marié. Sa femme a moyennement apprécié d'apprendre la relation adultérine et homosexuelle de son mari. Il a juste balancé à la police. Après un jugement, il a été condamné par un tribunal de Munich à 2 ans et 3 mois de prison. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'officier du renseignement britannique Clayton Hutton a mis en place un plan super cool. Il s'est débrouillé pour créer des monopolies contenant divers objets assez pratiques, des mini-boussoles, des cartes, de la monnaie de divers pays, etc. Les Allemands, ne voyant pas le danger, ont ensuite accepté de distribuer à leurs prisonniers ces jeux offerts par de fausses associations caritatives. Ça a permis à plusieurs centaines d'hommes de s'échapper. Georges Koval est un des espions soviétiques qui a eu le plus d'impact dans l'histoire. Il a réussi à infiltrer le fameux projet Manhattan, le projet à l'origine de la toute première bombe atomique. Et il a réussi à voler énormément de secrets nucléaires américains. Son identité d'espion a en plus été découverte ultra tard, à partir de 2002. Et puis 5 ans plus tard, en novembre 2007, Vladimir Poutine lui remettait le titre posthume de héros de la Fédération de Russie. Cette histoire est folle. Dans les années 60, un soldat israélien s'est enfui de son pays en espérant rejoindre les USA. Pour ça, il est passé par l'Égypte. Mais manque de peau, il se fait emprisonner par les Égyptiens qui le prennent pour un espion. Après plusieurs mois, il arrive à négocier de sortir de prison en devenant espion pour l'Égypte. Bon, dans les faits, il avait quand même moyen envie d'être espion pour l'Égypte. Il s'enfuit et il réapparaît en Italie dans une malle. Ouais, dans une malle. Accrochez-vous bien. En 1964, 2 Égyptiens ont tenté d'enregistrer dans un vol pour Le Caire une malle avec des scellés de diplomates. Entendant des bruits, les autorités ont demandé à l'ouvrir. S'ensuit une course-poursuite en voiture, un accident. Bon, finalement, la malle est ouverte et dedans, notre bon Mordechai Ben Massoud-Louk, attaché, bâillonné et drogué. Visiblement, ils voulaient vraiment le récupérer, leur nouvel espion, les Égyptiens. Cette histoire a fait à l'époque énormément de bruit et elle a même inspiré un film, La Valise. Selon la légende, au début du 19e, pendant les guerres napoléoniennes, un navire français a fait naufrage sur les côtes ennemies de Hartlepool, en Angleterre. Tout l'équipage est mort, sauf un petit singe, probablement la mascotte du bâtiment. Les Anglais, plutôt que de considérer qu'il s'agissait d'un animal rescapé, ont vu la bête comme un terrible espion français. Conséquence, ils l'ont mis à mort, directement sur la plage, comme ça. Alors, il est impossible d'établir la preuve certaine de la véracité de cette histoire, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui encore, on donne parfois le nom de pendeur de singes ou d'étrangleurs de chimpanzés aux habitants de cette ville. J'en ai déjà parlé dans mon 77 faits sur les extraterrestres, mais je pouvais pas y faire une mini référence dans cette vidéo sur l'espionnage. L'affaire Roswell de juillet 1947 n'a pas vu s'écraser un vaisseau venu d'une autre planète. Non, ce qui s'est craché ce jour-là, c'est une sorte de ballon météo issu du projet secret Mogul. Il s'agissait en toute vraisemblance d'un appareil développé par les Américains pour espionner les Soviétiques et voir s'ils procédaient à des essais nucléaires. Sarah Emma Edmonds est
une femme blanche originaire du Canada qui a œuvré pour le compte de l'armée de l'Union pendant la guerre de sécession. Vous allez comprendre pourquoi je précise blanche, c'est assez important dans notre histoire. Elle prétend avoir accompli plusieurs missions en tant qu'espion. C'est sujet à débat de la part des historiens, mais ouais, parmi ces soi-disant faits d'armes, elle se serait fait passer pour un homme, puis pour une femme noire, en se noircissant la peau à coups de nitrate d'argent. J'ai du mal à imaginer que ce genre de camouflage ne se soit pas fait griller, mais si c'est le cas, c'est quand même très fort. S'il y a un mec sur lequel la CIA s'est acharnée, c'est bien Fidel Castro, le dirigeant cubain. Le mec a été victime de plus de 600 idées d'attentats en tout genre. Les agents secrets américains ont vraiment tout essayé. Cigares piégés, podium rempli d'explosifs, ils ont même voulu s'attaquer à sa barbe, après que Castro ait dit à la télé « Ma barbe signifie plein de choses pour mon pays ». L'idée ici, c'était de saupoudrer les chaussures du dirigeant cubain avec un produit chimique dépilatoire. Dans les années 60, le premier président de la République d'Indonésie, Sukarno, s'est rendu en voyage à Moscou. Là-bas, le KGB a fait en sorte qu'une orgie se produise dans sa chambre d'hôtel. Ils ont filmé le tout et lui ont montré le résultat pour lui faire pression. Mais plutôt que de céder au chantage, le président indonésien aurait aimé ce qu'il a vu et aurait même demandé une copie du film. Ouais, après tout, Sukarno soutenait ouvertement la polygamie. Ce qui est incroyable, c'est qu'à cause de sa polémique jugée trop pro-communiste, Sukarno a aussi été une cible du bloc de l'Ouest. Et pareil, la CIA a essayé de ternir l'image du leader en produisant un film X mettant en scène un acteur portant un masque de Sukarno en train de se faire dominer par une femme. Bon, ce film n'a finalement pas été diffusé, mais ça reste ouf comme histoire. Voici la célèbre Lotus amphibie, utilisée par James Bond dans L'espion qui m'aimait. En 2013, un des 8 prototypes utilisés dans le film a été vendu aux enchères pour quasiment $1 million à monsieur Elon Musk lui-même. Il a déclaré à la presse qu'il allait la doter d'un moteur Tesla et qu'il tenterait de la rendre vraiment amphibie. Près de 6000 espions, soldats ou agents diplomatiques appartenant à plusieurs dizaines de pays ont été identifiés entre 2014 et 2018. En cause, l'application de running Polar Flow. Des journalistes ont comparé les données GPS enregistrées par l'application avec les adresses des différents sites sensibles du MI6 ou de la DGSE par exemple. Ils ont ensuite simplement couplé leur découverte avec diverses informations faciles à obtenir, genre les résultats d'événements sportifs style marathon. C'est assez ouf de se faire démasquer si facilement, je trouve. Le pire, c'est que c'est pas la seule fois que différents agents secrets se sont fait griller à cause d'une application de running. C'est aussi arrivé en 2018 avec l'appli Strava. Tu connais peut-être Daniel Defoe, l'auteur du célèbre roman Robinson Crusoe. Est-ce que tu savais qu'en plus d'être écrivain, il avait aussi été l'un des agents secrets du gouvernement d'Angleterre? Au début du XVIIIe siècle, il a eu pour tâche de s'assurer que le fameux traité de l'Union qui unit Écosse et Angleterre se signe bien. Le parapluie bulgare est sans doute l'arme des services secrets de Bulgarie la plus connue. Et comme son nom l'indique, il s'agissait d'un parapluie d'apparence banale, mais dont la pointe pouvait tirer de micro-projectiles contenant de la ricine, un terrible poison. Il a entre autres été utilisé en 1978 pour assassiner Georgi Markov, un écrivain et auteur de pièces de théâtre bulgare qui critiquait un petit peu trop le régime communiste à leur goût. Voici Mata Hari, une célèbre danseuse néerlandaise qui fut aussi une espionne. Cette femme, qui avait un carnet de conquêtes assez fourni et qui parlait plusieurs langues, a été approchée en 1915 par le consul allemand Kramer. Il voulait faire d'elle une espionne pour le compte de l'Allemagne. Petit problème, dès l'année suivante, Mata Hari a aussi été contacté par Georges Ladoux, le chef du service de contre-espionnage français, qui lui a, à son tour, demandé de devenir un agent, mais pour le compte de la France cette fois-ci. Alors, était-elle fidèle à l'Allemagne, à la France? C'est assez dur à dire. Quelle que soit la réponse, Mata Hari a fini par être accusée de trahison par la France, après que celle-ci se soit rendue compte de ses liens avec l'Allemagne. Elle a été condamnée à mort et fusillée en 1917. Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, la CIA a utilisé une arme inattendue pour faire triompher la culture occidentale sur celle du bloc soviétique, l'art. Elle a dans le plus grand secret aidé divers peintres expressionnistes à mieux percer. Je parle d'artistes comme Robert Motherweller, Willem de Kooning ou Jackson Pollock par exemple. La CIA s'est secrètement débrouillée pour que certains artistes, alors au courant de rien du tout, puissent exposer leurs œuvres un petit peu partout dans le monde. Pour ce faire, elle s'est notamment cachée derrière une institution fabriquée de toutes pièces et chargée de financer les différentes expositions, le Congrès pour la liberté de la culture. Cette politique menée par la CIA porte un nom, la politique de la Grande Laisse. Le plus célèbre des agents secrets, James Bond, a priori été imaginé d'après un espion bien réel, Wilfred Dunderdale. Comme Bond, ce gars qui a bossé pour le MI6 entre 1921 et 1959 avait un goût prononcé pour la jante féminine, les costumes faits main et les voitures de luxe. Après, on sait pas grand chose à son sujet, si ce n'est qu'il a été le chef de la station du MI6 à Paris, et surtout qu'il a été pote avec Ian Fleming, le gars qui a justement inventé le personnage de James Bond. Coïncidence? Je ne crois pas, moi. D'ailleurs,
D'ailleurs, au cas où vous ne le sauriez pas, le premier James Bond, c'est lui, c'est ce monsieur, un célèbre ornithologue américain. Il est surtout connu pour avoir été l'auteur d'une espèce de bible sur les oiseaux des Caraïbes, Birds of the West Indies. Or, ce livre a justement été acheté par Ian Fleming, qui a écrit ses romans dans sa villa en Jamaïque. Quand il a cherché quel nom il pouvait donner au personnage qu'il était en train de créer, eh ben il a eu qu'à tourner la tête vers sa bibliothèque. C'est sympa, non, comme anecdote? Peut-être qu'un jour on aura un Bird. Max Bird. Virginia Hall est pour moi l'une des espionnes les plus badass de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été recrutée dès 1941 par les services secrets anglais en France. Là, elle s'est faite passer pour une journaliste et a mené une lutte acharnée contre le camp allemand. Elle est par exemple parvenue à organiser différentes missions de sabotage et à faire libérer un grand nombre de prisonniers de guerre. À partir de mars 44, elle a bossé pour l'OSS, le service secret américain, avant de devenir en 46 l'une des premières femmes à rejoindre la CIA. Et ce qui est le plus fou, c'est que Virginia a fait tout ça avec, en guise de jambe droite, une prothèse en bois nommée Cuthbert. Pendant les années 70, 80 et 90, l'URSS a espionné tout ce qui se passait dans l'hôtel de Viru, un hôtel très apprécié des voyageurs internationaux et situé à Tallinn en Estonie. Là-bas, les boutons de l'ascenseur avaient beau indiquer 22 étages, il en existait pourtant un 23e. Il s'agissait d'un étage connu du KGB uniquement et depuis lequel les services secrets enregistraient les guests de l'hôtel. Aujourd'hui, l'endroit existe encore, il fait partie de la chaîne d'hôtels Sokos et on peut y trouver un musée dédié au KGB, évidemment. The Thing est un film de 1982 aux effets spéciaux, assez vieillot. Mais c'est surtout le nom qu'on donne à une affaire d'espionnage plutôt célèbre. Les soviétiques ont eu la bonne idée, en août 1945, de cacher un mini-micro à l'intérieur d'une copie du sceau américain réalisé en bois. Ils ont ensuite offert ce sceau en cadeau à William Harriman, l'ambassadeur américain à Moscou. Un seul mot, brillant, les mecs. Le micro n'a été découvert que des années plus tard, en 1952. Alice Dubois, ou plutôt Louise de Bétigny de son vrai nom, est une espionne basée dans le nord de la France pendant la Première Guerre mondiale. Elle créa un gigantesque réseau d'espionnage, le réseau Alice, et fournit des centaines d'informations aux troupes alliées et permit ainsi de sauver la vie de milliers de soldats en seulement quelques mois. Une espionne assez dingue qui finit malheureusement par mourir en prison en septembre 1918. L'une des disciplines clés de tout service d'espionnage, c'est le chiffrement, l'art de protéger, de cacher un message. Eh bien, figure-toi que cette discipline, elle existe depuis des siècles. On a par exemple retrouvé une tablette mésopotamienne datant d'environ 1500 avant notre ère qui contenait déjà un message codé. Dessus, un artisan avait laissé une recette secrète de vernis pour poterie. Il l'avait cependant rendu indéchiffrable en retirant quelques caractères et en transformant l'orthographe de plusieurs mots. Impossible de parler d'espions sans faire un petit point sur les ninjas. C'est simple, ces mecs savaient tout faire. Ils étaient entraînés à endosser une couverture et à avancer incognito dans le camp de l'ennemi. Ils savaient aussi se glisser chez l'adversaire pour y mener diverses opérations de sabotage pour mettre le feu ou empoisonner les réserves d'eau par exemple. Ils étaient finalement très performants pour tout ce qui touchait à la dissimulation et à l'évasion. Je veux dire, qui n'a pas entendu parler de leur capacité à disparaître dans l'ombre? Certains ont même affirmé qu'ils étaient capables de se faire passer pour morts et qu'il leur arrivait de sortir d'un cours d'eau après y avoir passé des heures. De vraies légendes, ces mecs. Une vidéo de Doc Seven sans musée insolite, c'est un peu comme une pizza sans pâte. Et c'est mangeable, mais il manque quand même quelque chose. Voici l'International Spy Museum, une référence mondiale en matière de musée consacré à l'espionnage. Pour 25 $, on peut y découvrir plein de gadgets incroyables, des infos sur la CIA ou sur le KGB bien sûr, mais aussi sur divers espions plus ou moins célèbres. On peut y comparer l'évolution de l'espionnage dans l'histoire avec ce que c'est au 21e siècle que d'être un agent secret. On le rajoute direct à la liste des lieux à visiter. Certains agents secrets le deviennent malgré eux. Au début des années 90, Henri Plagnol, un jeune énarque qui occupait le poste de maître des requêtes au Conseil d'État, rencontre Marianne Baumgartner et noue une relation amicale avec elle. C'est officiellement la directrice d'une fondation américaine, mais officieusement, c'est une espionne de la CIA à la recherche d'infos en vue de la négociation d'un traité, le GATT. Rapidement, le service de renseignement du ministère de l'Intérieur fait parvenir l'info à Henri Plagnol qui n'en revient pas. Quoi ? Cette vieille dame serait un agent secret. La DST lui demande au passage de transformer la situation à l'avantage de la France. Plagnol est chargé de poursuivre la relation qu'il entretient avec Marianne, mais doit cette fois-ci lui fournir de faux renseignements. L'homme s'exécute, ce qui, à terme, avantage quand même bien la France dans ses négociations du traité transatlantique. L'espionnage, finalement, c'est quelque chose qu'on voit dans les bouquins, dans les films, mais avec ce genre de faits fascinants, ça nous réancre direct dans la réalité.
qualité. Et je me dis que statistiquement, parmi les quelques centaines de milliers de vues que va faire cette vidéo, eh ben il y a forcément quelqu'un des services secrets qui va tomber dessus. Ben bonjour déjà, hein, n'hésitez pas à lâcher un petit com, ça fait plaisir. Et puis les gars, si vous voulez, moi je suis très chaud de faire une vidéo sur vos services. Envoyez-moi un petit mail, je pense même que vous avez mon numéro, mais voilà, n'hésitez pas. Voici le chevalier Déon. Ce personnage est tellement stylé que je lui ai consacré dernièrement une vidéo entière, mais je pouvais pas ne pas t'en parler dans un 77 sur l'espionnage. C'est probablement le membre le plus célèbre du cabinet secret de Louis XV. Il a réalisé plein de missions secrètes ultra balèzes. Il a aussi fait chanter le roi de France et pris le risque de déclencher une guerre européenne. Et en plus, il a fait tout ça habillé parfois en homme, parfois en femme. Si ça t'intéresse, je te mets un petit lien pour aller découvrir cette vidéo. Tu le sais peut-être pas, mais les services d'espionnage et de contre-espionnage indiens et pakistanais se livrent depuis des décennies, une sorte de guerre secrète intense. Et ça a conduit parfois à de drôles de situations. Le 25 mai 2020 par exemple, les autorités indiennes de la région du Cachemire ont attrapé un pigeon sur la patte duquel se trouvait son anneau d'identification. Persuadées qu'il s'agissait d'un message codé, elles se sont immédiatement emballées. Branle-bas de combat les gars. L'affaire a fait énormément de bruit, sauf que non, rien à voir avec le gouvernement pakistanais. Le propriétaire du volatile était un simple pêcheur, un mec passionné de courses de pigeons, et le numéro codé autour de la patte de son oiseau était juste son numéro de téléphone. Mais quand même, le gars a dû faire des pieds et des mains pour faire libérer son pauvre animal emprisonné à tort. La guerre froide a beau être terminée, on reste très méfiant à l'égard de la Russie. En avril 2019 par exemple, on a aperçu dans les eaux norvégiennes un beluga. Bon, jusque-là rien d'incroyable, sauf que l'animal portait un harnais contenant éventuellement un emplacement pour une caméra. Harnais sur lequel se trouvait en plus une inscription faisant référence à Saint-Pétersbourg. Ni une ni deux, les médias ont fait de l'animal un espion russe. Plein de journaux ont parlé de l'affaire, ça a fait le tour du monde, et puis les experts se sont quand même dit que, bon, sur le harnais il y a marqué équipement Saint-Pétersbourg, mais en anglais, en alphabet latin, et pas en cyrillique. Et puisqu'il y a aussi une ville de Saint-Pétersbourg en Floride, et peut-être que le beluga venait tout simplement d'un parc aquatique de cet état, encore aujourd'hui, on sait pas vraiment. Le Secret Service est la toute première agence américaine de renseignement intérieur et de contre-espionnage. Fun fact, la loi qui le met en place est signée par Abraham Lincoln le 14 avril 1865. Le soir même, le président américain se fait assassiner par un sympathisant sudiste. Ah bah yes, quel timing. Bon, après, l'objectif principal qui est au départ donné aux services secrets américains consiste simplement à lutter contre l'usage et la production de fausses monnaies. Dans les premiers mois de l'organisation, il n'y a pas de notion de contre-espionnage à proprement parler. Peu de gens le savent, mais ouais, à l'époque, la fausse monnaie, c'était un problème super important. En 1865, près d'un tiers de la monnaie en circulation dans le pays est contrefaite. Le Vatican a beau être le plus petit des États, il possède l'un des meilleurs services d'espionnage au monde. Ça paraît dingue au premier abord, mais pas tant que ça quand on connaît le goût de l'Église pour le secret. Il faut en plus pas oublier que le Vatican peut s'appuyer sur diverses communautés chrétiennes implantées dans le monde entier. C'est à tel point que les différentes puissances mondiales ont même à plusieurs reprises tenté d'envoyer des agents sous couverture au séminaire pour qu'ils deviennent prêtres. Ce qui est le plus important pour un espion, c'est de pouvoir transmettre un message discrètement. Et ça, les Spartiates l'avaient bien compris. Au 5e siècle avant notre ère, ils utilisaient un objet beaucoup trop cool dans ce but, la citale. Il s'agissait d'une sorte de petit bâton taillé de façon particulière et autour duquel venait s'enrouler une longue bande de cuir. Le message était justement écrit sur cette bande qui était ensuite retirée du bâton et donnée à un messager pour qu'il la porte en guise de ceinture le temps de la remettre à son destinataire. Ce dernier n'avait alors qu'à enrouler de nouveau la bande de cuir autour d'un bâton de diamètre et de forme similaire pour découvrir le message secret. La DGSE a officiellement été fondée en 1982. Cela dit, sa structure est antérieure à ça. On peut la faire remonter à la 3e République et à la création en 1871 de ce qu'on a appelé le 2e bureau. Il s'agissait à l'époque d'un service ayant pour mission de se renseigner sur les plans et opérations des ennemis de la France. Et dès 1872, il a également été chargé de s'occuper du contre-espionnage. Le cinéma nous montre souvent de méchants espions qui se suicident en avalant des fausses dents pleines de cyanure. Il nous parle beaucoup moins des lunettes de suicide utilisées par certains agents de la CIA pendant la guerre froide. Le principe était le même, les espions avalaient du cyanure quand ils étaient pris par l'ennemi pour être sûrs de ne pas divulguer d'informations. Mais ici, le poison était caché à l'intérieur d'une des branches de leur paire de lunettes. Et perso, je trouve ça moins dangereux que la fausse dent. Je me suis toujours dit qu'il suffisait de pas grand chose pour l'avaler par accident celle-là. Le télégramme Zimmermann est un document secret envoyé par l'Empire allemand en janvier 1917. Il demandait à l'ambassadeur allemand au Mexique de proposer au gouvernement mexicain une alliance contre les États-Unis. Manque de chance pour eux, ce télégramme a été intercepté et décrypté par les services secrets britanniques, puis transmis au gouvernement américain. Bon vous vous doutez bien que ça a légèrement accéléré l'entrée en guerre de nos alliés outre-Atlantique. Si t'es un fan de James Bond, tu connais forcément le Smerch, l'agence soviétique qui emploie le Dr No et Goldfinger dans les romans de Fleming. Eh bien, figure-toi que cette agence a vraiment
vraiment existé. Il s'agissait en fait d'un service de contre-espionnage chargé de lutter contre les traîtres, les déserteurs, les espions des autres nations. Son nom en russe, Smierchpionan, signifiait d'ailleurs « mort aux espions », ce qui sous-entend quand même que ceux qui se faisaient choper allaient certainement passer un sale quart d'heure. Eddie Chapman est un gangster anglais formé à l'espionnage par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. En décembre 42, il est parachuté en Angleterre pour y accomplir une mission d'importance, faire sauter des usines d'avions. Seulement voilà, plutôt que de remplir sa mission, Chapman prévient le MI5 et lui propose de jouer le rôle d'agent double. Les services secrets britanniques acceptent et dans la nuit du 29 au 30 janvier 1943, il simule l'explosion de la cible de Chapman. L'Allemagne est alors si sûre de la réussite de son espion qu'elle en fait le premier britannique décoré de la Croix de Fer. Voici le pistolet gant ou le gant de tir. C'est pour moi l'un des gadgets les plus emblématiques de l'histoire de l'espionnage. Une arme utilisée par les espions américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour que l'objet s'enclenche, il fallait simplement que son porteur ferme le poing et qu'il mette un coup à son adversaire. Simple, rapide, efficace, une arme de choix. Et de ce que j'ai trouvé, un seul film a déjà mis en scène cette arme, Inglourious Bastard de Tarantino. Allez checker, la scène est trouvable sur YouTube. Mo Berg est un ancien joueur de baseball professionnel reconverti dans l'espionnage. De base, c'est déjà plutôt insolite. En 1944, il doit interviewer un certain nombre de grands physiciens en Europe et tenter au passage de les convaincre de venir bosser pour les États-Unis. Mais il reçoit rapidement de nouvelles consignes, se rendre à Zurich pour assister à une conférence donnée par Werner Heisenberg avec pour mission d'assassiner le scientifique allemand sur place s'il s'avère que ce dernier est proche de la réalisation d'une bombe atomique. Par chance pour tout le monde, ce jour-là, il ne l'est pas encore. Durant des décennies, on a tenté de mettre au point soit l'encre invisible parfaite, donc totalement indétectable, soit le révélateur parfait. Pendant la Première Guerre mondiale, les États-Unis sont parvenus, grâce à un test à l'iode, à une solution folle. Ils ont découvert comment détecter non pas l'encre invisible, mais le relief créé par la plume sur le papier. Ça semble totalement génial, voire imparable, mais non, la technique a ensuite été déjouée grâce à une autre méthode tout aussi ingénieuse. Cette dernière consistait simplement à écrire le message secret sur une feuille, puis à le presser contre un autre document. Le message était ainsi comme imprimé sur le nouveau document, et cette fois, zéro relief. En parlant d'encre invisible, vous vous êtes déjà demandé comment ça fonctionnait? Il existe plusieurs techniques, évidemment, mais le plus souvent, il faut simplement mettre en contact le composé chimique incolore avec un réactif pour qu'il change de couleur. D'autres fois, si on prend l'exemple de l'acide citrique par exemple, il suffit de chauffer un petit peu le mélange. L'acide citrique possède une température d'inflammation plus basse que celle du papier. L'acide citrique va donc brûler et faire apparaître le message avant de brûler le papier sur lequel il est écrit. Pendant la Seconde Guerre, les services de renseignement de la SS se sont servis d'une maison close de Berlin pour espionner certains hauts dignitaires allemands et étrangers. Le but, écouter ce qu'ils pouvaient dire aux prostituées pour s'assurer de leur fidélité au régime. Problème, un agent britannique est parvenu à modifier le système pour permettre aux services de renseignement alliés d'écouter aussi. Or, dans tout ce qui était dit par les personnalités allemandes, il y avait bien sûr des infos secrètes et que l'Allemagne n'entendait évidemment pas confier à ses ennemis. Je sais pas vous, j'aime beaucoup trop ce fait, c'est un peu le principe de l'arroseur arrosé. Vladimir Vetrovest, aka Farewell, est l'un des passages obligés de cette vidéo. Ancien membre du KGB pendant la guerre froide, il a trahi les soviétiques pour devenir un agent de la DST française et a donné au moins 3000 pages de documents classifiés à la France, ainsi que les noms de plusieurs centaines d'agents soviétiques infiltrés. Imaginez l'impact que ça a pu avoir. Pour profiter au mieux de cet énorme avantage, les Français ont fait équipe avec les États-Unis qui se sont débrouillés pour que les espions ennemis n'aient accès qu'à ce qu'on souhaitait qu'ils découvrent, c'est-à-dire par exemple des technologies défectueuses. C'est ce qui serait à l'origine de l'énorme explosion d'un pipeline situé en Sibérie en 1982. Christina Skarbek, alias Christine Granville, fait partie des services secrets britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle intervient en Hongrie, en Pologne, en Égypte et surtout en France, où elle participe notamment à la libération de plusieurs autres agents détenus dans la ville de Digne-les-Bains. Elle est aujourd'hui également connue pour avoir participé au concours de Miss Pologne 1930. Une Miss de beauté devenue agent secret, ça court pas les rues. Sa mort est par contre assez tragique. En juin 1952, elle est assassinée par un certain Denis Muldowney. Un espion allemand peut-être? Eh ben pas du tout. Une ancienne connaissance qui n'a juste pas apprécié qu'elle ne veuille pas de lui. L'écrivain britannique Roald Dahl a beaucoup donné pour son pays. Déjà Charlie et la chocolaterie, mais aussi ses services en tant qu'agent secret. Il fut envoyé à Washington avec pour but de convaincre les États-Unis de s'engager dans la Seconde Guerre mondiale et mener une campagne de propagande pro-britannique. Séduire un très grand nombre de femmes de la haute société américaine était une de ses méthodes, et il était plutôt bon. Son amie Antoinette Haskell dira de lui « Je pense qu'il a couché de la côte Est à la côte Ouest avec quiconque gagnait plus de 50 000 $ par an. » L'affaire Gunther Guillaume reste pour moi le plus grand scandale d'espionnage de l'Allemagne post-Seconde Guerre mondiale. Gunther était l'un des très proches conseillers de Willy
Willy Brandt, le chancelier ouest-allemand. Mais c'était aussi un espion de la Stasi, le service de renseignement de la RDA. Je peux vous dire que lorsqu'il a été démasqué par les services de contre-espionnage, le monde a un petit peu tremblé. Impossible d'imaginer combien de documents avaient pu être secrètement livrés à l'Est depuis l'arrivée de l'homme en RFA 18 ans plus tôt. Cette affaire a évidemment grandement contribué à la démission du chancelier en 1974. Les agents secrets aussi ont le droit de se plaindre. En décembre 2017, 300 agents des services secrets de Slovénie ont fait la grève pour exiger une meilleure rémunération et pour se plaindre de leurs conditions de travail. C'est assez peu banal, je trouve. L'Australian Secret Intelligence Service a fait le choix de recruter de nouveaux agents en procédant de manière plutôt insolite. Elle a carrément mis de côté la discrétion et est passée par le biais d'un test diffusé sur internet et potentiellement faisable par n'importe qui. Dedans, on pouvait retrouver différents exercices testant entre autres les capacités de compréhension, de perception, de concentration des candidats. En cas de réussite, les internautes recevaient un code secret nécessaire pour accéder aux étapes suivantes de la sélection. James Lafayette est un esclave qui s'est porté volontaire pour servir sous les ordres du marquis Lafayette pendant la guerre d'indépendance américaine. À partir de là, il est devenu espion et a rejoint le camp anglais en se faisant passer pour un homme en fuite. Là-bas, personne s'est trop soucié de lui, il a donc pu passer de camp en camp et glaner de précieuses informations pour le camp américain. Son travail aurait a priori beaucoup aidé à vaincre les Britanniques lors de la bataille de Yorktown. Le nom de Takeo Yoshikawa te dit certainement pas grand-chose, pourtant c'est un espion japonais qui a pas mal contribué au succès de l'attaque de Pearl Harbor. En poste à Hawaï sous une fausse identité, il avait pour mission d'observer les déplacements de la flotte américaine, d'inspecter les services de sécurité de la base, etc. C'est de lui que viennent la majorité des infos décisives pour l'attaque, et la suite, on la connaît. Cette arme est sûrement ma préférée de la vidéo, et je sais que c'est pas la première fois que je vous dis ça, mais là vraiment elle est complètement folle. Il s'agit d'une sorte de pistolet à double canon capable d'envoyer 2 cartouches de cyanure d'un seul coup. Elle aurait notamment été utilisée par Bogdan Stachinski, un assassin du KGB pour liquider des dissidents ukrainiens. Mr. John Anthony Walker a longtemps bossé pour la marine américaine, et pour se faire davantage de sous, il a décidé d'y monter un réseau d'espionnage pour le compte des soviétiques. Pour ça, il a recruté plusieurs personnes, dont son frère et son fils. Tout ce petit monde s'est finalement fait choper et dénoncé par son ex-femme. Il y a une leçon à en tirer, mieux vaut ne pas mélanger vie familiale et espionnage. La CIA a eu la bonne idée d'utiliser des gadgets ressemblant volontairement à des crottes de chiens séchées et qui étaient en réalité des détecteurs de mouvement d'une portée pouvant atteindre les 300 mètres. Croyez-le ou non, des centaines de ces crottes gadgets ont été utilisées pendant la guerre du Vietnam, afin notamment de surveiller la piste Ho Chi Minh. Après, malheureusement la CIA s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de chiens dans cette zone. Au cours des dernières années, les services secrets chinois se sont servis de LinkedIn pour espionner tout un tas de personnes dans pas mal de pays. Sur ce site, on trouve plein d'anciens employés gouvernementaux, de personnel militaire, etc. Un faux profil, des propositions financières alléchantes et hop, on obtient pas mal d'informations super croustillantes. Ils sont malins, ces agents secrets chinois. Witold Pilecki est un agent de la résistance polonaise qui s'est volontairement laissé arrêter pour infiltrer l'un des pires camps de la Seconde Guerre, afin d'y récupérer un maximum d'informations. En 1943, après 2 ans et demi d'enfer, Pilecki parvient à s'échapper et rédige un rapport décrivant les horreurs du camp. Après la guerre, il a continué à espionner, mais cette fois son action s'est portée contre l'URSS. Manque de chance, il a été arrêté en mai 1947 et fusillé l'année suivante. Eliesa Bazna est un Géorgien qui a bossé comme domestique à l'ambassade d'Angleterre en Turquie pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, il a œuvré pour l'Allemagne en tant qu'agent secret et pris le nom de code Cicéron. Je trouve ça très classe déjà comme nom de code. Bazna est parvenu à photographier régulièrement différents documents officiels et à les transmettre au camp ennemi. Il a néanmoins fini par se faire griller à cause d'une espionne anglaise infiltrée dans le camp allemand. Il a dû s'enfuir. Fait insolite, l'Allemagne a bien sûr payé Bazna pour ses services, mais en fausse monnaie, qui lui a valu en plus quelques petits soucis avec la justice. On est dans les années 60. Wolfgang Lotz, un Israélien né en Allemagne, bosse pour le Mossad et a pour mission d'infiltrer la haute société égyptienne pour choper des infos sur leurs armements. Sa nouvelle identité pour cette mission, celle d'un ancien SS. C'est pas fou franchement? Là-bas, il prétend vouloir ouvrir un club équestre, il se marie même avec une Allemande sans prévenir sa vraie femme qui l'attend, elle, tranquille, à la fin de sa mission. Problème, il est repéré et passe 3 ans en prison avant d'être libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers. 2 membres du Kidon, une branche du Mossad, se trouvent en Jordanie avec un objectif, abattre Khaled Meshal, un des leaders du Hamas. Les 2 hommes parviennent à contaminer leur cible à l'aide d'un poison, mais ils sont repérés et arrêtés. Malgré leur crime, la Jordanie accepte de leur rendre la liberté en échange déjà de l'antidote pour sauver leur mec, et en plus d'un prisonnier détenu par Israël. Le bon gros fail de mission quand même. Jusqu'au début des années 70, les Américains avaient le programme Corona. Absolument rien à voir avec l'actualité
actualité, je parle ici de plusieurs satellites espions. À l'époque, tu t'en doutes, pas de technologie de transfert numérique. Les photos prises par ces satellites étaient donc stockées dans des petites capsules, puis éjectées depuis l'espace vers la Terre, avec un petit parachute pour les ralentir, avant d'être récupérées par des avions spécialement modifiés pour accomplir cette mission. Charles-Louis Schulmeister est connu pour avoir été un espion de Napoléon. On connaît pas toutes les missions qui lui ont été confiées, c'est le principe d'un agent secret, mais on pense par exemple qu'il a aidé l'empereur à défaire le général autrichien Karl Mack dans la ville d'Ulm. L'espion se serait fait passer pour un Hongrois, aurait fait circuler de faux renseignements jusqu'à Mack, qui aurait alors pris de mauvaises décisions militaires, l'obligeant à capituler sans vraiment combattre. Petit gadget super cool, l'insectotopère. Il s'agit d'un drone de surveillance développé par la CIA dans les années 70 et qui avait la forme, comme tu le vois, d'une libellule. Le mini-robot devait à l'origine transporter un dispositif d'écoute miniature, mais malheureusement le projet a été abandonné parce que l'objet était un petit peu trop difficile à contrôler. En plus, les scientifiques ne parvenaient pas à le faire voler plus de 60 secondes. Louis XIV a pris l'habitude de faire espionner les courriers de beaucoup de personnalités du royaume de France. Certains étaient au courant de tout ça, c'est ce qui explique que sa propre belle-sœur, Charlotte-Élisabeth de Bavière, ait, en février 1705, rédigé une lettre destinée à sa tante et dans laquelle elle détaillait le contenu de son pot de chambre. À l'intérieur de la lettre, elle prenait le temps de narguer l'homme d'État chargé de rapporter le contenu des correspondances au roi. Je suis tombé sur un article qui parlait d'un gadget nommé le suppositoire d'évasion et de fuite MK1. Il s'agit en fait d'une invention de la CIA qui contenait plusieurs lames, une pince coupante, des limes, des mèches de perçage, bref, de quoi s'évader de la plupart des cellules. Le même article parlait également de pistolets inventés par le KGB et qui étaient si petits qu'on pouvait eux aussi les cacher à l'intérieur de... ouais, voilà. Le truc tirait de petites balles empoisonnées de calibre 4,5 mm. Fallait pas qu'ils se déclenchent une fois en position. Et puis James Bond là, pourquoi on voit jamais ce genre de gadget dans les films? Enfin bref, je pense que la meilleure phrase pour finir cette vidéo est « Il ne faut jamais sous-estimer le rectum d'un espion ». Allez messieurs dames, merci encore infiniment d'avoir regardé ce programme vidéoludique jusqu'à son terme. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer de fantastiques futures vidéos pouvant traiter de thèmes aussi larges que des suppôts d'espions. Considérez aussi éventuellement, si vous le pouvez, à rejoindre la chaîne en utilisant le bouton du même nom. Nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.